Le rein, c'est une boîte magique, je vous jure. C'est une boîte magique qui a des pouvoirs extraordinaires. Je dis souvent que les gens pensent qu'ils ne sont pas malades quand ils n'ont pas mal ou bien quand ils n'ont pas de fièvre. Dis-toi qu'en Afrique, il y a fait 2 pays qui ont réussi à faire la grève rénale, le Cameroun et le Sénégal. On va vendre nos reins, c'est un bon business. Il est pur, 180 litres de sang par an. Le paradoxe avec les gens, c'est que les gens travaillent toute leur vie pour chercher l'argent et ils utilisent l'argent pour chercher la santé. Hello à toute la communauté, j'espère que tout le monde pète la forme aujourd'hui. Et oui, je sais que vous me voyez complètement différent, pas comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui, on va aborder une thématique très particulière. Une thématique qui me tient à cœur, qui vous tient aussi à cœur d'ailleurs, il s'agira de la santé. Et d'habitude, sur ces chaînes, on parle généralement de tout ce qui concerne le business, le trading, l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. Mais pertinemment, avec mon statut de médecin, je sais que la première richesse, c'est d'abord la santé. C'est pourquoi nous avons lancé cet épisode de podcast, cette série de podcasts qui va être 100% dédiée à la santé, où on va partager des conseils, des astuces et tout ce qui vous permettra de prendre soin d'abord de votre santé physique et mentale afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, dans cet épisode, je suis avec mon invité spécial, Mounir. Bonjour Mounir, ça va très bien. Donc, je suis très content d'accueillir Mounir sur notre plateau pour cet premier épisode de Doc Boss, qui est le podcast 100% dédié à la santé. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est très importante. Il s'agira de la santé des reins. Et dans cette vidéo, vous ne serez vraiment pas déçus. Prenez des bics, prenez des stylos parce qu'on va partager énormément de choses qui vont vous permettre en tout cas de prendre soin de la santé de vos reins pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, Mounir, encore une fois, bonjour. Bonjour Dieudonné, comment vas-tu? Ça va. Ça se voit que tu as vraiment l'habitude de faire des partages et tout ça. Oui, ça m'arrive. Hein. J'aime bien toujours vous transmettre ce que je connais. C'est très important d'édifier les gens sur certains sujets, notamment l'insuffisance rénale qui, en quelque sorte, est un fléau aujourd'hui, hein, tu sais. C'est une maladie qui est très dangereuse et je pense qu'on va apporter beaucoup d'informations aux gens. Et effectivement. C'est deux podcasts qui vont véritablement apporter de la valeur. Excellent. Donc, dans ce podcast, nous allons parler en particulier de l'insuffisance rénale. Peut-être que vous avez un parent ou bien un proche, ou du moins, vous avez déjà entendu parler de la santé rénale, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, les reins. Et qu'est-ce qu'on appelle l'insuffisance rénale? Certaines personnes entendent parler de ça, mais ne savent vraiment pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Comment prévenir l'insuffisance rénale? Comment prendre soin de ses reins, pour ne pas tomber dans ce problème de santé qui est d'ailleurs vital en ce qui concerne la santé de manière générale. Donc, premièrement, Mounir, qu'est-ce qu'on peut savoir de manière générale sur les reins? Exactement, c'est une très belle question. Déjà, c'est quoi le rein? Le rein, c'est un organe qui est pair. On en a deux, un rein gauche, un rein droit. C'est un organe qui mesure approximativement 1 cm, hein, donc ça tient approximativement à ma main, hein. C'est un organe tout petit et qui est situé en fait au-dessus du diaphragme en fait. On a souvent tendance dans la pensée populaire à dire j'ai mal au rein, alors qu'en fait on a mal à la hanche parce que les reins c'est au niveau des fosses lombaires, c'est un peu plus haut. Et c'est un organe qui, d'un point de vue morphologique, ressemble à un grain de haricot. Je sais pas si au montage on pourra montrer à quoi ressemble un peu le rein. Bien sûr. Mais c'est un organe qui ressemble à un grain de haricot et qui est constitué de 2 canaux qu'on va appeler les urétères qui vont s'aboucher au niveau de la vessie, qui est le lieu de stockage du rein. Clairement, c'est ce qu'on peut dire sur l'anatomie du rein. Mais ce qui est important sur le rein, c'est ses fonctions, n'est-ce pas? Oui, les fonctions du rein. À quoi servent les reins? À quoi servent les reins en particulier? Oui, le rein, c'est une boîte magique, je vous jure. C'est une boîte magique qui a des pouvoirs extraordinaires. Le rôle le plus connu du rein, c'est quoi? C'est le rôle de filtration du sang. Ouais, la filtration du sang. Il débarrasse le sang de ses toxines, des impuretés. Il va nettoyer le sang. C'est le rôle qu'on lui a attribué. Et il fait, tu te rends compte que le rein, ce petit organe-là, il est pur 180 litres de sang par an. 180 litres de sang sont filtrés chaque jour par les reins. Chaque jour. Oui, c'est colossal. Excellent. En dehors de ça, il y a un second rôle qui est tout aussi important, que je trouve d'ailleurs même le rôle le plus important. C'est le rôle, en fait, de régulateur de l'équilibre de l'organisme, en fait. Régulateur de l'équilibre. Régulateur de l'équilibre, en ce sens que il assure l'équilibre entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Exactement. Tu vois. Un exemple, pour être plus précis et concis, quand par exemple tu es dans une situation où tu as un excès dans l'organisme, il y a trop d'eau, qu'est-ce que le rein va faire? Le rein, il va, grâce à l'urine, excréter cet excès-là. De la même manière aussi, quand tu n'auras pas assez d'eau dans l'organisme, par exemple, il y a une hémorragie, une déshydratation, qu'est-ce qu'il va faire?
il va stimuler une hormone qu'on va appeler l'ADH, l'hormone antidiurétique, qui va réabsorber l'eau de l'organisme. Donc, en fait, c'est celui qui, en fait, le juste milieu, pas trop, pas moins. Pas en excès. Pas en excès, pas en défaut. C'est véritablement ce rôle-là que je trouve fascinant. Et c'est pas qu'avec l'eau, hein. Avec les ions, le Na+, les K+, et beaucoup d'autres particules ioniques. Ouais. En dehors de ça, tu peux aussi retrouver des rôles qui sont, on va dire, secondaires, comme par exemple la sécrétion de l'érythropoïétine, tu vois. L'érythropoïétine qui est très connue chez les sportifs, hein, c'est les tricheurs qui utilisent cette. C'est une hormone qui stimule la production des globules rouges. Ouais. Donc, c'est un moyen pour vous de tricher. Donc, il y a la production de l'érythropoïétine, l'activation de la vitamine D, et aussi, très important, la régulation de la pression artérielle. Ça, il faut retenir parce que dans la suite, on va revenir en long et en large sur l'hypertension artérielle. Excellent. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que Mouni a dit, c'est que les reins sont en quelque sorte les filtres de l'organisme. Vous savez, notre corps, c'est comme un bâtiment. Et quand on veut construire un bâtiment, on va commencer d'abord par les fondations. On va commencer par installer les fers, etc. Donc, les fers en question, c'est le squelette. C'est ça qui va constituer la charpente de soutien de notre corps. Maintenant, en plus du squelette, il y aura les briques. Donc, on va ajouter les briques. C'est essentiellement tout ce qui va concerner les tissus conjonctifs, les muscles, etc. Et les revêtements. Le revêtement, c'est le crépissage, la peinture. Donc, c'est ça qui représente notre peau. Et dans cette maison, il y aura ce qu'on va appeler la plomberie. Donc, c'est tout ce qui va concerner le système cardiovasculaire. Donc, le sang qui va circuler dans notre organisme, c'est comme l'eau qui circule dans un immeuble. Maintenant, il faut que l'eau soit propre. L'eau que vous allez voir chez vous soit propre. Donc, naturellement, il y aura un filtre dans la maison qu'on va appeler les reins. Donc, c'est essentiellement ce rôle que va jouer les reins. Donc, lorsqu'on prend l'illustration d'un corps humain dans sa globalité, comme vous pouvez le voir actuellement, je vais retirer tout ce qui est tissu conjonctif. Donc, j'enlève tout ce qui concerne la peau et autres. J'enlève les muscles. Donc, je retire les muscles. Et vous voyez que nous avons un réseau artériel qui est très dense. C'est-à-dire, dans la maison, la plomberie, elle est vraiment très dense. Je retire ensuite tout ce qui est système artériel. J'enlève tous les artères. Je vais aussi retirer toutes les veines qu'il y a dans le corps. OK, et tout ce qui sera réseau lymphatique, bien sûr, le réseau lymphatique, on en parlera bien sûr dans une autre épisode, mais je retire aussi tout ce qui est système nerveux, etc. Donc, il ne nous reste que le système squelettique avec l'appareil digestif aussi qui a été retiré et l'appareil urogénital. Donc, comme on peut le voir, les reins, c'est ces deux organes-là, comme vous le voyez, ça a la forme des grains d'haricots. Donc, ça se situe où exactement? Ça se situe au niveau des côtes flottantes. Donc, quand vous prenez les côtes, d'accord, vous avez les deux dernières côtes, une côte qui est là et une autre côte qui est là. Donc, les deux dernières côtes, c'est par là que commencent les reins et se siègent notamment dans la région lombaire. Donc, faut pas confondre les reins avec les hanches. Donc, la hanche, c'est quoi? C'est tout ce qui va concerner l'articulation, ok, le bassin. D'accord, l'articulation de la hanche, ça inclut bien sûr les os qui sont là avec, comment dire, le fémur, donc tout ce qui va concerner le bassin, l'articulation du bassin, ça va constituer la hanche, contrairement aux reins qui constituent les filtres de l'organisme situés dans la région lombaire. Donc, si on va progresser, quand on parle alors d'insuffisance rénale, Dr Mounir, comment est-ce qu'on pourrait comprendre l'insuffisance rénale? C'est quoi exactement? Eh ben, l'insuffisance rénale peut se définir en fait comme l'incapacité pour le rein en fait d'assurer son rôle de filtration. On l'a dit tout à l'heure, il filtre, il régule, mais en fait, il arrive à un stade où il est incapable par lui-même en fait de réguler et de filtrer le sang. Si on va être beaucoup plus systématique, il y en a deux types. Il y a l'insuffisance rénale qui est aiguë, l'insuffisance rénale qui est chronique. La différence se fait surtout sur le mode de survenue, mais aussi la période sur laquelle va s'installer l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë, elle est plutôt ponctuelle, c'est-à-dire que d'un événement donné, par exemple une déshydratation ou une lésion organique qui va provoquer une insuffisance rénale qui est aiguë tout de suite, alors que l'insuffisance rénale chronique, c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Progressivement, tu auras une chute du débit de filtration glomérulaire, donc le DFG, qui est un paramètre médical qui permet en fait d'évaluer la capacité du rein à filtrer le sang. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est que l'insuffisance rénale, c'est tout simplement, de la manière la plus simple possible, une incapacité pour le rein à assurer son rôle de filtration. De filtration du sang. D'accord. Donc, effectivement, en fait, c'est comme un filtre qui devient défaillant et qui n'arrive plus correctement à filtrer l'eau de la maison. Donc, ce qui fait que les reins, à un certain moment donné,
dépendant de plusieurs causes dont on va parler tout à l'heure, deviennent fatigués et n'arrivent plus à filtrer correctement le rein. Lorsque cette fatigue s'installe progressivement, c'est là on va parler d'insuffisance rénale chronique, donc qui s'étale sur une période d'au moins 3 mois environ, supérieure à 3 mois. Et lorsqu'il s'agit d'une fatigue rapide donc, et brutale, on va parler alors d'insuffisance rénale aiguë. Donc, la différence aussi, c'est quoi? C'est que l'insuffisance rénale chronique est généralement irréversible, c'est-à-dire, souvent, il est impossible de réparer un rein qui s'est fatigué très progressivement. Par contre, l'insuffisance rénale aiguë est plutôt réversible, c'est-à-dire, quand c'est vite pris en charge, on peut le réparer facilement. Donc, alors, comment est-ce que on pourrait reconnaître cliniquement, des insuffisances rénales? Par exemple, quelqu'un est chez lui à la maison, et qu'est-ce qu'il pourrait sentir qui pourrait lui faire soupçonner qu'il pourrait avoir une insuffisance rénale? Donc, c'est une très bonne question que tu viens de poser là, parce que c'est justement ça le mal de cette maladie. L'insuffisance rénale, en fait, c'est une maladie qui est vicieuse et silencieuse. Le rein, c'est un organe qui, en fait, il va avoir énormément de mécanismes compensatoires, en fait. Et c'est uniquement quand pratiquement 90% de sa capacité de filtration est atteinte que le rein, maintenant, il présente des symptômes. Et malheureusement, encore pour ces symptômes, c'est des signes qui sont indirects. Donc, tu vas potentiellement avoir en premier lieu, parce que tu sais, quand le rein n'arrive plus à filtrer le sang, il y a une accumulation des déchets dans l'organisme. C'est ça. Notamment l'urée, la créatinine, qui sont les produits issus de la dégradation des protéines, tu vois. Donc, premier symptôme qui peut alerter quelqu'un qui se pose des questions sur son insuffisance rénale, c'est l'haleine, il aura de l'haleine, en fait, d'ammoniac. L'haleine d'ammoniac qui est caractéristique du syndrome urémique. Il aura également une sensation de goût métallique. C'est vraiment des signes qui sont assez subtils, mais c'est des signes qui ont une valeur sémiologique très importante. Très importante. En dehors de ça, tu pourrais avoir des œdèmes, des membres inférieurs notamment, des œdèmes qui vont prendre le côté, donc dès que tu vas appuyer dessus, ils vont pas tout de suite se résorber, ils vont rester, qui sont blancs et mous et aussi indolores. Tu auras en quelque sorte aussi l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui a l'hypertension artérielle, il doit régulièrement chercher à vérifier son fonctionnement des reins. C'est très important parce que l'hypertension artérielle peut être une complication, mais aussi une cause de l'insuffisance rénale chronique. On va en parler de toute façon dans le développement. Autre chose encore, la glycémie, donc le diabète, l'élévation de la glycémie. Des signes qui vont transparaître à travers les différents autres organes. Donc, on peut avoir, par exemple, l'anorexie, donc la perte d'appétit. C'est des symptômes qui sont banaux, mais banals. Un symptôme banal. Ils sont pour autant banals, mais qui sont très importants. On aura aussi un symptôme qui est très fréquent, une fatigue extrême. Personne qui sont nationales a une fatigue, énormément fatiguée. Et c'est surtout ça qui doit surtout interpeller. Mais dis pas aux gens de devenir hypochondriaques, parce que dès que je vais parler de fatigue, c'est ce qu'ils vont dire, est-ce que je vais pas les gens. La fatigue, c'est un symptôme qui est général. Mais il peut en quelque sorte transcrire ou montrer une forme d'insuffisance rénale. On aura au niveau cardiaque, par exemple, une insuffisance cardiaque, Au niveau neurologique, un coma urémique, donc des troubles neurologiques, pouvant aller même de délire, c'est vraiment des signes très indirects. Je ne peux pas te dire aujourd'hui un signe qui est spécifique. Néanmoins, s'il y a un moyen sûr et certain de confirmer l'insuffisance rénale, c'est les signes biologiques. Les signes biologiques, ouais. Dosage de l'urée de la créatinine, ça coûte pas cher. Vous allez à l'hôpital, vous faites un dosage de l'urée de la créatinine. Lorsque l'urée et la créatinine sont élevées, c'est généralement des signes d'insuffisance rénale. Un signe également de mauvais fonctionnement rénal, c'est la protéinurie, donc la présence de protéines dans les urines. Parce que le rein, normalement, c'est quoi? On dit qu'il filtre. S'il filtre, il ne devrait pas avoir de protéines dans les urines. C'est un signe de mauvais fonctionnement. De la même manière, quand les déchets qui sont censés être évacués, c'est épurés, s'accumulent dans le sang, ça se traduit par une élévation de l'urée, de la créatinine. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le véritable indice biologique qui nous oriente vers une insuffisance rénale. Tu vois un peu. Mais généralement, un patient qui a une insuffisance rénale, il vient pour une autre maladie. Et c'est pendant qu'il est en train de se faire diagnostiquer qu'on dit, ah, mais oui, vous avez une insuffisance rénale. Et là, justement, il y a une forme de psychose. Parce que le problème, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas de signe. Il se dit, mais tout allait bien, j'allais bien. Comment, d'où est une insuffisance rénale? Alors qu'en fait, comme je le disais, c'est une maladie qui est vicieuse et silencieuse. C'est ça, c'est parfait. Donc, si on retient quelque chose de ce que Dr Mounier a dit, c'est que principalement, ce que vous allez retenir, c'est ce que vous allez ressentir lorsque vous commencez à faire une insuffisance rénale, c'est-à-dire lorsque les reins commencent à se fatiguer. D'abord, vous allez le constater par rapport aux urines.
Exactement. C'est-à-dire, les reins, quand il filtrent normalement le sang, vous devez uriner normalement. Mais dès le moment où vous n'urinez plus, comme d'habitude, naturellement, il y a un problème au niveau des reins. Donc, le premier signe, en tout cas par rapport au constat d'une insuffisance rénale aiguë, ce sera une rareté des urines, ce qu'on appelle une oligo ou anurie, c'est-à-dire absence totale d'urine. Donc, vous buvez, mais vous n'urinez pas. Vous buvez, mais vous n'urinez pas. Et le deuxième signe, bien sûr, vous allez sentir tout ce qui va concerner l'accumulation de déchets dans votre organisme. C'est-à-dire, comme les déchets ne sont pas évacués, ils vont rester dans l'organisme. Donc, ce qui va augmenter certains signes, notamment comme la fatigue, qui sera extrêmement chronique, la laine aussi qui va devenir la laine, l'ammoniac. L'ammoniac, c'est l'odeur de l'ammoniac, c'est quand beaucoup de personnes urinent au mur, par exemple, vous passez à côté du mur, vous sentez l'odeur des urines. Donc, quelqu'un qui vous parle, mais son haleine, c'est la laine des urines. Donc, en quelque sorte, vous allez sentir, en tout cas, ces différents signes. Mais dès le moment où vous commencez à constater une rareté des urines, le mieux, c'est d'aller vous faire consulter. Et le signe qui va le plus témoigner de l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire l'eau qui va beaucoup s'accumuler dans votre corps et vous allez le retrouver principalement au niveau des jambes. Donc, ça sera des œdèmes. Des œdèmes, on appelle ça, comment dire, œdème de type rénal. Bon, prenant le godet. Donc, le godet, en fait, j'appelle ça, quand j'étais en deuxième année, le signe de la mangue mûre. Quand une mangue est mûre, vous appuyez dessus, ça laisse l'empreinte de votre doigt. Donc, de la même manière, quand vous appuyez sur l'œdème, ça va laisser l'empreinte du doigt. Donc, le signe de la mangue mûre. Donc, quand vous commencez à constater ces signes, n'allez pas voir, c'est pas les praticiens, essayez de prendre des médicaments. Tu viens de toute façon, on va reparler des causes tout à l'heure. Donc, n'allez pas voir les praticiens ou bien les choses. Allez directement à l'hôpital pour qu'on vous vérifie la santé de vos reins. Donc, il y aura notamment les marqueurs biologiques que nous, on va étudier pour voir est-ce que les reins sont normaux ou pas. Donc, en parlant de ça d'ailleurs, quelles peuvent être les causes de l'insuffisance rénale? Qu'est-ce qui peut causer en fait l'insuffisance rénale? Donc, très belle question à lui donner. En ce qui concerne les causes de l'insuffisance rénale, en tout premier lieu, comme je t'ai dit, il y a deux maladies à elles seules en fait qui peuvent résoudre complètement. On peut faire la vidéo et s'arrêter là si on résout ces deux problèmes-là. Ces deux maladies-là qui aujourd'hui sont des fléaux. Est-ce que tu devines un peu de quoi il s'agit? Ouais, bien sûr. Tu peux me dire? L'hypertension et le diabète. Exactement. Ces deux maladies-là sont des fléaux, sont les principaux pourvoyeurs d'insuffisance rénale en fait. L'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle peut être une cause ou une complication de l'insuffisance rénale chronique, dans le sens où en fait, elle va provoquer ce qu'on va appeler des micro-angiopathies. Micro, petit, angio, vaisseau, pathie, maladie, donc maladie des vaisseaux, qui vont en fait léser en fait, le pouvoir du rein vient surtout du fait qu'en fait, il possède une vascularisation qui est riche. C'est grâce à ça, en fait, qu'il filtre le sang. En fait. Et quand l'hypertension artérielle va léser ces vaisseaux, il y aura une absence de filtration. Absence de filtration, donc, qui va aller sur le long terme provoquer une insuffisance rénale. Donc, l'hypertension artérielle et le diabète, véritablement, quand vous avez ces deux maladies, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller vous faire dépister de l'insuffisance rénale. De l'insuffisance rénale. Ensuite, on aura, ces deux causes d'ailleurs sont pratiquement 50% pourvoyeurs d'insuffisance rénale chronique. Ensuite, on aura les glomérulopathies. Oui. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, dans les termes techniques médicaux, mais il faut surtout noter que, en fait, c'est des pathologies qui vont affecter le glomérule, qui est une composante de l'unité fonctionnelle du rein, qui est le nephron. Les glomérulopathies, c'est surtout des maladies inflammatoires, comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies un peu inflammatoires, tu vois, qui vont en quelque sorte inflammer un peu les reins, provoquer des inflammations, pardon. On aura ensuite une cause non négligeable d'insuffisance rénale chronique, c'est les médicaments. Les médicaments, l'automédication. Et s'il y a une classe de médicaments, surtout, qui est pourvoyeuse d'insuffisance rénale chronique, tu devines c'est laquelle? Les antibiotiques. Non. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, véritablement, tout ce qui est aspirine, ibuprofène, naxoprofène, tout ce qui se termine par N, bon, tu en as compris, quoi, tu vois un peu. Donc, tout ça, en fait, c'est des véritables dangers pour les reins. Quand vous savez que vous avez quand vous avez des reins faibles, il faut véritablement éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Entre autres, on peut également avoir des infections rénales, hein, comme une pyélonéphrite. On ne parle pas d'infections périphériques, pas la cystite par exemple. Les infections véritablement rénales comme la pyélonéphrite, en quelque sorte, peuvent aussi provoquer une insuffisance rénale chronique. Et aussi, on peut terminer sur les médicaments traditionnels. Ah ouais, carrément. Ça, c'est un fléau dans nos pays. C'est Sénégal, et du pays d'où je viens, c'est vraiment, on a une culture de la médecine traditionnelle, donc c'est dangereux. On va revenir
en profondeur sur ça dans les conseils et astuces pour lutter contre l'insuffisance rénale. C'est ça. Donc, essentiellement, ce qu'on va retenir de ce que Dr Monet vient de dire, c'est que les reins vont se fatiguer à plusieurs conditions. C'est-à-dire, il y a des éléments qui seront externes et des éléments internes par rapport au fonctionnement du rein. Donc, si on étudie davantage la constitution du rein, donc ici, par exemple, nous avons le corps d'une femme et on voit correctement la localisation du rein, donc qui est situé, bien sûr, en région lombaire supérieure. Maintenant, lorsqu'on prend le rein dans sa structure, d'accord, lorsqu'on prend le rein dans sa structure intrinsèque, donc ce qu'on va voir, on va prendre le rein et couper le rein en morceaux pour voir un peu de quoi c'est fait. Donc, quand je prends le rein, ce que je vais constater d'abord, donc je prends un rein, vous voyez que ça a la forme d'un haricot, avec une artère qui vient à l'intérieur, qui apporte du sang à l'intérieur, qu'on va appeler l'artère rénale, et la veine qui va ramener le sang qui a été filtré du rein et distribué dans les autres parties de l'organisme. Et ce tube que vous voyez ici, ça s'appelle l'urétère. C'est là que le sang filtré, notamment l'urine, va couler pour aller dans son réservoir qu'on va appeler la vessie. Donc, quand on coupe le rein, on voit que l'artère et la veine rénale, lorsque l'artère rénale vient dans les reins, ça va bien sûr aller au niveau du cortex rénal, où nous aurons des structures fonctionnelles qu'on va appeler, voilà, le corpuscule rénal, où il y aura l'unité fonctionnelle du rein, où ça va filtrer. Vous voyez que arrivé dans le cortex rénal, c'est la partie supérieure. C'est comme l'écorce de l'arbre. C'est pourquoi on appelle ça cortex. Donc, quand les vaisseaux sanguins, notamment l'artère rénale, vient dans cette partie, c'est là que le rein va recueillir le sang, filtrer et remettre au niveau de la veine. Donc, dans cette partie, tout ce qui va abîmer la vascularisation, c'est-à-dire l'apport de sang dans les reins, va abîmer le fonctionnement du rein. Donc, notamment, ce qu'on pourrait avoir comme défaut d'apport du sang, c'est notamment, par exemple, quand il y a une hypertension artérielle, la vascularisation n'est pas optimale, c'est parce que les veines, les vaisseaux sanguins sont tendus. Donc, la quantité de sang que ça doit apporter normalement, ce n'est plus le cas. Et naturellement, la fonction rénale est altérée. Autrement, on peut aussi avoir tout ce qui va concerner, tu as parlé des maladies inflammatoires. Donc, une maladie auto-immune, c'est quoi? C'est comme une guerre dans un pays, ou bien une guerre civile, où la population va s'attaquer aux infrastructures, notamment détruire les immeubles, détruire les routes, détruire les bus, etc. Donc, quand le corps s'attaque à lui-même, notamment, on appelle ça une maladie auto-immune. C'est-à-dire, c'est notamment quand les militaires, par exemple, commencent à tuer les civils, les militaires qui sont censés protéger les civils vont eux-mêmes commencer à tuer les civils. Donc, notamment, les cellules immunitaires qui sont censées protéger les cellules de l'organisme commencent à s'attaquer maintenant aux cellules de l'organisme et les détruisent. C'est ce qu'on va appeler une maladie auto-immune. Donc, quand le corps s'attaque à lui-même, notamment s'auto-détruit, et ça peut arriver au niveau du rein et altérer la fonction rénale. Donc, lorsqu'on prend de manière générale l'insuffisance rénale, ça peut arriver chez l'enfant, ça peut arriver chez la jeune femme, ça peut aussi arriver surtout chez les personnes âgées. Donc, chez l'enfant, notamment, ça sera principalement des causes de déshydratation. Parce que quand l'enfant n'est pas bien hydraté, les reins travaillent beaucoup pour filtrer le sang qui devient très dense et naturellement, ça va les fatiguer. Chez la femme jeune, ça sera plus des causes obstétricales, c'est-à-dire l'état de grossesse qui va bien sûr agir sur la fonction rénale. Donc, tout ce qui va, en tout cas, empêcher le sang d'arriver correctement et de ressortir correctement du rein va altérer la fonction rénale. Et notamment, la principale cause, de manière générale, c'est les maladies métaboliques, notamment l'hypertension, le diabète, chez les personnes âgées surtout, où, l'apport en sang dans le rein sera altéré, notamment parce que les veines ou les vaisseaux sanguins sont hyper tendus. Et aussi dans le cas du diabète. Exactement. Néphropathie diabétique. Les néphropathies diabétiques, etc. Ce sont les retentissements que le diabète peut avoir sur les reins. Donc, lorsqu'une personne a de manière générale une insuffisance rénale, comment est-ce que la prise en charge se fait? Maintenant qu'on a fait le tour des causes, je pense que ça serait important qu'on s'oriente maintenant sur les complications éventuelles si l'insuffisance rénale n'est pas prise en charge rapidement. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre comme complications? Eh ben, les complications, elles sont des moins graves à plus graves, hein. Elles peuvent aller elles peuvent tout simplement et purement conduire à la mort. Et c'est déjà une grosse complication. La mort, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Bon, plus sérieusement, quand on va parler des complications, en tout premier lieu, comme je l'ai dit, on peut avoir une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut à la fois causer, mais également être une complication. Parce que le rein, en voulant compenser la perte d'eau, l'absence de réabsorption de Na+,
il va provoquer ce qu'on appelle une rétention hydrosolide. Donc, un peu trop d'eau dans les vaisseaux. Et lorsque la pression exercée par le sang sur la paroi et le cinglé sera élevée, on va parler d'hypertension artérielle. Donc, une des complications, c'est l'hypertension artérielle. Une deuxième complication qui est là à redouter, c'est l'hypercalémie. Pourquoi est-ce que l'hypercalémie est franchement la complication numéro 1 à rechercher? Parce que elle peut provoquer un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la mort. Parce que l'hypercalémie crée des conditions favorables à ce qu'on va appeler une fibrillation auriculaire. Donc, tout ça, c'est pour tout simplement dire que l'hypercalémie provoque l'arrêt cardiaque. De manière terre à terre. De manière terre à terre. Arrêtons là, l'hypercalémie, arrêt cardiaque. Donc, l'hypercalémie comme principale complication, l'hypertension artérielle, on a déjà parlé. On peut avoir également l'acidose métabolique. L'acidose métabolique, c'est un état où, comment est-ce qu'on peut expliquer, c'est une accumulation d'acide, on va dire ça comme ça, où le pH sanguin est inférieur à 7,45. Bon, c'est une situation qui est également à redouter. On ira également tout simplement des cardiopathies qui peuvent être diverses, mais en général, ce qu'on retient au niveau des complications, hypercalémie, acidose métabolique et hypertension artérielle. Effectivement, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je dis souvent que les gens pensent qu'ils ne sont pas malades quand ils n'ont pas mal ou bien quand ils n'ont pas de fièvre. Ça, c'est vrai. Et je me rappelle quand j'étais rentré au pays, je pense il y a 2 ans de cela, il y a mon grand-père qui était venu me rendre visite et il me disait qu'il allait bien. C'est-à-dire, je lui ai demandé comment est-ce que ça allait, la santé et tout ça. Il dit qu'il allait parfaitement bien. Mais moi, en le regardant, je voyais qu'il tremblotait un peu, il n'était pas vraiment stable. Du coup, je me dis, bon, par réflexe, je vais prendre sa tension artérielle. Je prends sa tension, il était à plus de 200 en tension systolique. Au lieu de 12, il était à plus de 20. Donc, pour la personne, comme il n'a pas mal et comme il n'a pas de fièvre, il va bien. Mais ces chiffres tensionnels disent qu'il est très hypertendu. Donc, je le mets sous antihypertenseur et il se stabilise juste avant que je ne retourne. Donc, sa tension était revenue aux alentours de 13 avant que je ne reparte. Donc, les gens, en fait, de manière générale, faut pas penser que c'est parce que vous n'avez pas mal, c'est parce que vous ne vous sentez pas inconfortable dans votre corps, c'est parce que vous n'avez pas de fièvre que vous allez bien. Non, parce que sur le plan biologique, quelque chose peut ne pas aller, mais très silencieusement. Et souvent, c'est un processus qui est tellement lent que ça ne se remarque pas. Et c'est quand ça devient très compliqué que naturellement, on fait des courses de gauche à droite à la dernière minute pour essayer de récupérer. Donc, c'est pour dire que l'insuffisance rénale va commencer par quelque chose de banal. Vous allez peut-être constater que vous n'urinez plus comme avant, etc. Vous banalisez les choses, vous sentez de la fatigue, vous prenez des trucs pour vous revitaliser, etc. Et naturellement, de fil en aiguille, ça se complique. Et parmi les complications, éventuellement, comme les déchets ne sont plus éliminés, les déchets vont s'accumuler dans l'organisme. Et plus les déchets s'accumulent, plus le sang va devenir acide, ce qu'on va appeler une acidose. Une acidose. Et parmi les déchets qui sont accumulés, il y a le potassium qui est censé être éliminé, qui va s'accumuler. Et le potassium, c'est quoi son rôle? Quand le potassium entre dans un muscle, c'est pour détendre le muscle. C'est pourquoi nous, les sportifs, on aime prendre des bananes. Quand le sportif prend de la banane, c'est très riche en potassium. Et ça permet de détendre les muscles après une activité sportive. Donc, quand vous accumulez beaucoup de potassium dans votre organisme, les muscles vont se relâcher, et notamment le muscle cardiaque. Le cœur va se relâcher, et quand le cœur se relâche, notamment, il s'arrête. Et c'est une complication très grave de l'insuffisance rénale. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a tout ce qui va avec l'hypertension et ce que Dr Monnier a expliqué. Donc, c'est pour dire que ça peut commencer par quelque chose de banal, mais de fil en aiguille, les choses vont se dégrader dû juste à l'accumulation des déchets dans l'organisme et se retrouver avec des complications beaucoup plus graves. Non, mais c'est magistralement expliqué. Hein. C'est les mots que je cherchais justement pour expliquer l'hypercalémie et l'acidose métabolique, mais franchement, c'est bien. Ça a été bien expliqué et tout. Donc, c'est pratiquement ça. C'est ça. Il y a pas véritablement de choses à rajouter. Je pense que, comme tu l'as dit, et tu as bien fait de donner cette anecdote-là, parce que l'insuffisance rénale, c'est une maladie qui est typique, silencieuse, comme je disais. Smooth. Et silencieuse. Tout va bien. Tu vas... On fait les courses, on marche. Pourtant, les reins sont en train de souffrir de l'autre côté. Parce que le rein, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'adore encore une fois cet organe. C'est un organe qui il prend beaucoup sur lui. Il va attendre, patienter. Et quand 90% de toutes ces cellules qui font le travail de filtration seront maintenant détruites, il va dire, ok, bon, champion. Là, je te remets rien, je peux plus. Carrément. Il attend. C'est pas comme le cœur. Quand, par exemple, tu as une infarctus du myocarde. Ça te sent, tout de suite, ça commence à faire mal. Tout va bien, tu vas à tes occupations, tout se passe bien. On demande d'une fatigue, mais la fatigue, c'est un signe banal, quoi. Ouais. Donc, c'est véritablement important de ne pas négliger la suffisance rénale. C'est ça. Donc, une fois qu'on connaît maintenant les complications éventuelles, comment se fait la prise en charge d'une insuffisance rénale? Comment ça se traite? Comment est-ce que ça s'améliore?
la prise en charge de l'insuffisance rénale se fait sur plusieurs points. Et tout dépend également du stade d'insuffisance rénale dans lequel vous êtes. Il faut retenir qu'il y a, en général, dans la maladie rénale, on va dire, il y a 5 stades. Mais pour les stades qui concernent l'insuffisance rénale chronique, il y en a 3. L'insuffisance rénale modérée, sévère et terminale. Il y a des valeurs bien précises. L'insuffisance rénale terminale, c'est lorsque le DFG, débit de filtration glomérulaire, est inférieur à 15. Ça, c'est le stade où, franchement, là, il faut passer à une épuration extra-rénale. Donc, le rein ne peut plus travailler. Il faut l'épurer. Ouais. Donc, quand vous êtes au stade d'insuffisance rénale modérée ou sévère, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Déjà, les mesures hygiéno-diététiques par rapport à l'alimentation. Éviter au maximum le sel. Le sel, c'est à bannir quand vous avez une insuffisance rénale qui est modérée ou sévère. Évitez au maximum le sel. Un régime hyperprotéique, il faut diminuer les protéines parce que, comme je l'ai dit, les protéines dans les urines, c'est un signe de mauvais fonctionnement rénal. C'est ça. Il faut, je ne veux pas dire diminuer, mais modérer sa consommation en protéines. Tu auras également, je dirais, boire beaucoup d'eau. Ça a l'air banal, mais le fait de boire énormément d'eau, c'est très important. On aura comme deuxième, j'ai parlé des mesures immunodétiques, j'ai envie de parler dessus. Les moyens médicamenteux. À ce stade-là, on a le traitement des complications. À ce niveau, on a les antihypertenseurs pour justement lutter contre la complication qui est déjà installée, l'hypertension. Comme tu auras des diurétiques qui peuvent à la fois également permettre une reprise de la diurèse, donc une reprise des urines qui ont disparu parce que, comme tu l'as dit, il y a l'oligurie, l'anurie qui sont installées, donc l'absence d'urine. Donc déjà, ça peut à la fois aider à diminuer la tension artérielle et aussi reprendre la diurèse. On a aussi d'autres hypertensions comme des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Bon, eux, ils sont pas recommandés, on va pas trop en parler. Des vasodilatateurs. En tout cas, tout ce qui est classe d'antihypertenseurs en fonction de tout revient au néphrologue de vous dire en fait quelle est la classe d'antihypertenseur à vous donner. Donc c'est pratiquement ça, traiter les complications. L'hyperkaliémie également, ça, une épuration extra-rénale est recommandée, donc de manière temporaire, on peut vous nettoyer un peu votre sang. Donc c'est principalement ça qu'on peut faire à ces stades. Maintenant, quand on arrive au stade le plus redouté, l'insuffisance rénale terminale, que justement il faut éviter à tout. Terminale. Là, cher ami, vos reins, on dit, ils peuvent plus. On est fatigué, on a assez compensé. Donc là, on parle de l'hémodialyse. L'hémodialyse qui est quoi? C'est une épuration de sang à l'extérieur de l'organisme. Donc, on va faire passer une voie veineuse, on va faire sortir votre sang. Et la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le rôle du rein. Elle va filtrer le sang, elle va donc enlever urée, créate qui s'était accumulé dans le sang. Tous les déchets, en fait. Elles vont les libérer. Également, les différentes particules ioniques. Elle va réabsorber. En fonction de... Tout dépend véritablement de la biologie. On verra quelles sont les anomalies qu'il y a et comment est-ce qu'on pourra régler la machine pour justement, en fait, adapter, pour nettoyer le sang. Donc, comme je l'ai dit, épuration extra-rénale, le sang passe dans la machine, il revient, donc votre sang est nettoyé et il vous revient. Et l'hémodialyse se fait pratiquement 3 fois par semaine. On va revenir un peu sur le coût de vie. Tu voudrais qu'on parle un peu du coût de vie, surtout parce que ça, c'est un véritable problème dans nos pays, vraiment le coût de l'insuffisance rénale un peu. On va en revenir un peu. Donc, il y a également la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, c'est également un moyen de lutter contre l'insuffisance rénale chronique terminale parce que, comme je l'ai dit, le rein ne fonctionne plus. On va maintenant filtrer à travers une barrière naturelle de l'organisme qu'on appelle le péritoine. C'est de là qui va jouer le rôle de filtration. Et une chose très importante aussi, qu'on peut pas parler de filtration sans parler de greffe rénale. Parce que si ton rein ne fonctionne pas, on peut te greffer un autre. Mais on sait aujourd'hui les complications qu'il y a avec la greffe, les compatibilités. Il faut avoir le même groupe sanguin. Il faut déjà trouver un donneur. Déjà, la première chose. Je suis allé loin, mais il y a déjà trouvé un bon donneur. Donc, c'est les méthodes c'est la prise en charge à appliquer en cas d'insuffisance rénale terminale. Hémodialyse, dialyse péritonéale et greffe rénale. J'aurais appris récemment qu'ils sont en train de réfléchir sur la possibilité de créer une forme de rein artificiel. C'est très intéressant. C'est les Canadiens c'est une revue canadienne que j'ai lue qui parlait du fait de créer une forme de rein artificiel qu'on va directement, au lieu de trouver un donneur, on trouve c'est une forme de rein bio-artificiel. On l'incruste et il joue le rôle du rein. Tu vois un peu. Ils sont en train de réfléchir, les études en train de rechercher ça. Il y a beaucoup d'études dans ce sens qui se font, mais c'est pas encore concret.
Mais j'espère quand même que la nouvelle génération de néphrologues qu'on incarne pourra travailler dans ce sens. C'est ça, excellent. Donc, on parle en fait de la prise en charge des reins. C'est d'abord la prise en charge des complications, stabiliser la personne. Si le sang est trop sale, on le filtre. Et pour filtrer le sang, il faut faire une hémodialyse. Donc, quand on parle de la dialyse, on va pas injecter, introduire bien sûr des tubes, ok, qui vont aspirer le sang, et la machine va filtrer le sang et vous remettre le sang normalement dans l'organisme. Maintenant, si la complication est trop grave, c'est-à-dire si l'insuffisance rénale est tellement avancée que les reins sont carrément cabossés, fatigués, ce qu'il faudra essentiellement, ça sera la transplantation rénale. Donc, on prend le rein d'un donneur qui est sain, qu'on vous transplante. Et ils avaient fait une expérience récemment aux États-Unis où ils ont transplanté les reins d'un porc à un homme. La personne a survécu pendant quelques mois, mais après, je pense qu'il est décédé. C'est une information très importante, capitale. On a réussi à faire une première grève rénale au Sénégal. Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Avec la nouvelle ministre de la Santé. C'est considérable dans le domaine. Dis-toi qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont réussi à faire la grève rénale, le Cameroun et le Sénégal. Sans compte qu'en Afrique, on n'a jamais réalisé de grève rénale. Il n'y a que 2 pays. Donc, il reste encore du progrès à faire, du progrès. Les progrès dans ce domaine sont colossaux, en fait. C'est ça. Il reste encore énormément de progrès qu'on doit faire. Donc, je pense pas que ceux qui ont l'insuffisance rénale, en tout cas, le travail qui est en train d'être fait, c'est pour que ceux qui ont l'insuffisance rénale chronique, ok, en phase terminale, ne soient pas condamnés. Parce que c'est essentiellement ça. Quand vos reins ne fonctionnent plus, le sang n'est plus filtré, avec tous les retentissements qui vont avec, les complications qui vont avec, naturellement, la personne, en griffe, est condamnée au décès. Mais si on peut trouver des moyens de retarder ce décès, sinon même de l'aliéner complètement pour que la personne ait une mort plutôt naturelle, donc ça serait vraiment un excellent progrès. Et par ça, il y a énormément de moyens par lesquels on peut passer pour vous traiter. Par contre, si vous-même, c'est-à-dire, il faut nous aider à vous aider. Si vous-même, au lieu d'aller à l'hôpital, au lieu de vous faire suivre par un bon néphrologue, au lieu d'aller dans une structure sanitaire adaptée, vous faites de l'automédication, vous essayez de faire ça chez les tradipraticiens, vous essayez vous-même de régler vos problèmes, naturellement, vous allez prendre les pots cassés. Et il y a des gens qui, par abus de langage, disent, on va vendre nos reins, c'est un bon business. Parce qu'en allant donner le rein, c'est vrai que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on peut vivre avec un rein, mais ça y est pas. Voilà, les reins sont tellement précieux que avec un seul rein, il est quasi impossible. Il est possible de vivre, mais très compliqué de vivre sur le long terme avec un seul rein. Donc vraiment, prenez soin de vos reins. Et en parlant de prendre soin de ses reins, quelles sont les mesures que la personne peut adopter pour pouvoir prévenir éventuellement l'insuffisance rénale? Et oui, c'est la partie la plus importante. Je crois que la partie que les abonnés de la chaîne attendent. Ouais, bien sûr. Comment prévenir? C'est bien beau de parler mais comment on en arrive pas là? Comment on sort de là? Comment on ne vient pas dans ce pétrin? Ouais. Et bah, c'est des mesures très simples. Hein. Vous voyez déjà, j'admire ce podcast parce que déjà, on a de l'eau. Ouais, carrément. Buvez énormément d'eau. C'est un secret. Les gens ont l'impression que boire de l'eau. Il y a une étude qui a montré que 75% des Français ne buvaient pas assez d'eau. Ah oui. Alors que l'eau, c'est une ressource qui est source naturelle. Limitée, ouais. Buvez 1,5 litre d'eau par jour. Une bouteille de Kirel, ça te coûte quoi? Ouais. Bois de l'eau, hydrate-toi, bois énormément, ça ira. Première chose, on va revenir un peu plus sérieusement. Donc, deuxième chose, on a parlé de l'hypertension artérielle et du diabète. C'est les causes. Il faut éviter. Comment est-ce qu'on évite d'arriver à cette deux-là? L'obésité. Luttons contre l'obésité. La pratique régulière d'une activité physique. Ouais. Au moins l'activité physique par semaine. Il y a des gens qui sont accros, il y a des gens... Ouais, comme moi, bien sûr. Every day, every time, ouais. C'est très sportif, ouais. Pour nous, les moins sportifs, au moins, on fait peut-être une activité sportive par semaine. Ah ouais, par semaine, ouais. Faites énormément de sport. Buvez beaucoup d'eau. C'est très important. Autre chose, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est à ce niveau. Attendez. Évitez les médicaments traditionnels quand vous ne maîtrisez pas la posologie. Chers amis, au Sénégal, c'est la première cause de suicide rénal chronique. Si vous voyez des gens au service de néphro, la plupart du temps, la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes qui sont des adeptes de l'administration. On ne dit pas que c'est mauvais. Ça a des vertus bénéfiques. On est africains. Exact. Il faudrait que, de temps en temps, notre médecine traditionnelle la valorise. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne connaissent pas la posologie. Ils ne connaissent pas le mécanisme d'action sur les reins. Ils ne savent pas à quelle dose il faut les appliquer. Ils n'ont pas de connaissance sur l'impact de ces molécules-là sur les reins. Beaucoup de ces plantes-là sont néphrotoxiques. Elles agissent directement, elles provoquent des lésions au niveau du rein. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une forme de modération dans la consommation de tout ce qui est
plantes de médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, Des ouais. médicaments traditionnels. Parce que c'est un véritable fléau aujourd'hui qui est en train de petit à petit nous tuer à petit feu. Ensuite, bien évidemment, je dirais aussi les médicaments classiques, l'automédication. Évitez, quand vous évitez de prendre des médicaments sans lire la notice, les gars, c'est la base. Ouais, Ça, ouais. même moi, je me fais mes genres et puis, évitons véritablement parce que j'ai besoin d'être sincère parce qu'il faudrait que les gens comprennent le message. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce n'est pas systématique, les gars. Parce que il faut la bonne posologie, il faut la bonne dose. Parce que dans toute chose, il faut avoir, faites comme le rein, trouvez toujours le juste milieu. Ayez toujours ce réflexe-là d'avoir la bonne posologie, la bonne dose et de connaître le mécanisme d'action. Ça ne coûte rien. Donc, éviter l'automédication et lutter contre la médecine traditionnelle. Donc, effectivement, par rapport aux mesures de prévention, c'est essentiellement ça. Comme à la maison, pour filtrer l'eau, il faut que plus quelque chose est fluide, plus c'est facile à filtrer. Exactement. Par exemple, si vous voulez, c'est pas, quand vous faites par exemple du chiakri, ok, si vous voulez filtrer le lait avec le chiakri, il faut que si le lait est trop lourd, vous ne pourrez pas détacher les céréales voilà. Même si vous mettez ça dans un tamis, si le lait est trop lourd, les céréales ne pourront pas rester en dehors. Donc, plus vous fluidifiez le lait, plus facile il sera en fait de sortir les céréales du lait. Donc, de la même manière, pour l'organisme, plus votre sang sera fluide, plus facile il sera pour le rein de le filtrer. Raison pour laquelle, quand vous n'êtes pas bien hydraté, les reins vont fournir beaucoup d'efforts pour filtrer le sang, ce qui va les fatiguer à long terme. Donc, la première mesure de prévention de l'insuffisance rénale, c'est l'hydratation à foison. Les gens disent qu'il faut prendre 1,5 litre d'eau par jour. Personnellement, je pense qu'il en faut plus. Parce que 1,5 litre d'eau, ceux qui nous ont dit ça, principalement chez eux, il neige, ok, ils n'ont pas une température à 40 degrés, c'est comme en Afrique, etc. Ils n'ont pas une température à 40 degrés, donc, en fonction du climat qu'on a ici en Afrique, 1,5 litre d'eau, d'ailleurs, c'est insuffisant. Parce que quand on perd de l'eau, c'est pas seulement par la sueur, on perd de l'eau par la respiration, on perd de l'eau, comment dire, même lorsqu'on dort, on perd énormément d'eau et tout. Donc, il faut boire régulièrement. L'eau, c'est pas quelque chose, en fait, qu'il faut même quantifier. Autant d'eau qu'il faut le boire. Parce que plus vous buvez, plus vous allez faciliter la tâche à vos reins, ce qui va maintenir leur santé à long terme. Et j'ai souvent l'habitude de dire que, comment dire, la notion de vieillesse, ce n'est pas à l'âge de 60 ans, 50 ans qu'on vieillit. À l'âge de 60 ans, 50 ans, on subit juste les conséquences de nos habitudes qu'on avait eu bien avant, c'est-à-dire à partir de 20 ans, à partir de 18 ans, etc. Donc, si aujourd'hui, vous ne faites pas déjà des choses pour entretenir vos reins, ce n'est pas à l'âge de 50 ans, ok, on va chercher à faire des trucs pour essayer de récupérer le temps perdu. Non, donc c'est dès maintenant, vous devez vraiment faire, même si actuellement vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, faites en sorte d'être le plus hydraté possible. La deuxième des choses, bien sûr, c'est l'activité physique. L'activité physique, ça va vous permettre de maintenir un bon tonus de vos vaisseaux sanguins parce que quand vous faites du sport, comment dire, votre cœur travaille. Et quand votre cœur travaille, notamment, ça permet aux vaisseaux sanguins aussi de travailler. Ce qui permet naturellement de maintenir une bonne santé du tonus musculaire, des veines et des artères. Donc, ce qui va permettre de maintenir une bonne tension artérielle. Donc, vous faites une activité physique régulière et surtout par rapport à l'automédication. L'automédication, c'est le fait de prendre soi-même les médicaments sans en connaître la posologie. Je me rappelle encore par rapport à ça quand j'étais enfant. Mon père, quand on avait la fièvre, mon père nous donnait du paracétamol. On buvait avec de l'efferalgan et on y ajoutait du paraphys. Ah là là là. Donc, on prend le paracétamol comprimé. On prenait le paracétamol comprimé, on buvait ça avec de l'efferalgan et à la fin, on ajoutait le paraphys. Donc, pour lui, en fait, plus on boit de médicaments, plus vite on pourra guérir. Alors qu'en fait, tous ces 3 médicaments, c'est du paracétamol. Donc, ça fait une overdose de paracétamol. Et encore bien heureux qu'au Bénin, on a une très bonne alimentation, c'est-à-dire on ne mange pas trop gras, trop huilé, trop salé. Ce qui fait que notre corps peut tenir parce que dans certains pays où l'alimentation n'est pas vraiment optimale, naturellement, quelqu'un qui prend une médication comme ça, il se chope rapidement une insuffisance hépatocellulaire. Donc, c'est pour dire que quand vous prenez vous-même des médicaments, c'est très dangereux. Il faut connaître la dose et la posologie. Et c'est justement ça le problème de la médecine traditionnelle. C'est-à-dire, les médicaments sont fabriqués à base de plantes. C'est vrai. C'est-à-dire, le paracétamol, tous les médicaments qu'on vend en pharmacie sont faits à base de plantes. D'autres qui sont faits à base d'algues, d'autres qui sont faits avec d'autres éléments, des coquilles, d'œufs, etc. Mais des choses. Il y a en fait une dose précise. On connaît le fonctionnement. On sait comment c'est éliminé. On sait quelle quantité administrer, quand il faut l'administrer, quand il ne faut pas l'administrer. Mais pour la médecine traditionnelle, on prend juste la plante, on dit, OK, tu bois 3 bouteilles par jour. Une anecdote par rapport à ça. Il y a des astuces qui conseillent aux jeunes garçons pour avoir une
sexualité épanouie. Voilà, Viril. être viril, ouais. Être viril. Hmm. Moi, j'ai un ami qui, en quelque sorte, est un grand consommateur de ce genre de produits. Donc, on lui a dit de prendre. Oh, il a de l'ulcère. C'est monsieur qui a de l'ulcère. On lui a dit de prendre 15 gousses d'ail et d'écraser. Ah ouais, carrément. 15 gousses d'ail. Avec du miel. Le problème, c'est qu'il est ulcéreux. C'est ça. Oui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a donc suivi bêtement le conseil, il a pris son truc. Et son ulcère s'est aggravé. Aujourd'hui, maintenant, il a terminé. Je crois que le soir, là, il a fini à l'hôpital parce que les douleurs étaient atroces. C'est ça. Parce qu'il a évité. La parole de l'Est. Ouais, c'est ça. Avec autant d'ail, 15 gouttes. C'est pas, on n'a rien contre la médecine traditionnelle. Donc, le point, c'est que c'est pas systématisé. Que chacun a des pathologies différentes. Il y a un proverbe qui dit qu'on est tous des malades ambulants. Ambulants, ouais. Il y a des gens qui ont des allergies vis-à-vis de tel produit. C'est ça. Toi, tu vas lui dire, prends tel. Par exemple, mon ami, par exemple, lui, de prendre l'ail. Oh, l'ail, par exemple, c'est un produit qui est contre-indiqué en cas d'ulcère. C'est ça. On ne dit pas de ne pas en prendre, mais il faut surtout savoir la bonne dose, le mécanisme d'action, la bonne posologie. C'est ça. Pas juste de dire, ok, tu bois 3 verres par jour. Verre, ok, quelle quantité de verre? Quel verre? combien de flancs il faut? Tu mélanges des trucs. Donc, tout ça, ça fatigue le rein. Et quand vous prenez ça régulièrement, naturellement, sur le long terme, ça abîme vos reins. Donc, il y a aussi, en fait, la consommation de sel, comme tu l'as expliqué. Quand vous prenez trop de sel, le sel, ça attire l'eau. Faites un exercice, vous prenez du sel, vous mettez sur votre langue. Tout de suite, vous aurez envie de boire, vous aurez très soif. Parce que le sel, ça attire l'eau. Donc, quand il y a beaucoup de sel dans votre sang, dans vos versos, ça attire l'eau dans les versos, ce qui va exercer une pression sur la paroi, donc augmenter la tension artérielle. Et quand vous êtes hypertendu, naturellement, les organes ne sont pas bien perfusés, et ce qui va entraîner, bien sûr, les retentissements multiviscérales par rapport à l'hypertension artérielle, y compris, bien sûr, l'insuffisance rénale. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait vous conseiller en ce qui concerne la prévention d'un potentiel insuffisance rénale. Et comme l'un de mes maîtres le disait, chirurgien, il disait que le paradoxe avec les gens, c'est que les gens travaillent toute leur vie pour chercher l'argent et ils utilisent l'argent pour chercher la santé. C'est-à-dire, ils travaillent toute leur vie au détriment de leur santé pour chercher l'argent et après, ils utilisent cet argent pour chercher la santé à la fin de leur vie. Ça, c'est la touche businessman, ça. Ah oui, bien sûr, parce que quand on fait du business, c'est pour faire quoi? Augmenter les entrées, minimiser les sorties. Non, maintenant, si je prends pas soin de ma santé, que je gagne 1 million, je dépense ça à l'hôpital, je gagne 2 millions, je dépense ça à l'hôpital, je gagne 500 000, je dépense ça à l'hôpital, naturellement, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est la raison pour laquelle la santé, elle est vraiment précieuse. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le slogan de ce podcast, c'est Health is Wealth. La première richesse, c'est d'abord la santé. Donc, prenez soin de votre santé, quoi qu'il en coûte. Donc, l'automédication, c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix. Quand on veut prendre un médicament, il faut connaître le médicament. Et cela nous renvoie d'ailleurs à un sujet qui est très important. C'est les produits que les femmes utilisent et que les hommes aussi utilisent pour augmenter leur apparence physique, etc. Parlez-nous en plus, Dr Mounier. En effet, tu sais, aujourd'hui, il y a une vague de chimistes, hein. C'est déjà plus des chimistes qui proposent des produits pour maigrir en une semaine. On ne sait pas d'où viennent les produits, c'est des décoctions. On ne sait pas, on ne connaît pas l'origine. On vous propose des produits. Ça marche véritablement, mais est-ce que vous connaissez l'impact de ces produits sur vos reins? C'est les rendre compte à vos reins. Les reins, c'est un organe, il est patient. Il te calcule. Il attend petit à petit jusqu'à ce qu'il dise bon, ok. Ouais, progressivement. 90%, je m'arrête. Et un deuxième, je vais pas dire coup de gueule, mais c'est par rapport à l'utilisation des produits stéroïdes anabolisants ou ceux qui sont préservés de la musculation. Je n'ai rien contre la musculation. Mais c'est de la créatinine. Tu sais que c'est de la créatinine, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, la créatinine, c'est un déchet. Donc, faites attention à la posologie. On ne vous dit pas de ne pas en consommer. Ça peut être très bénéfique, mais faites surtout attention à la posologie des médicaments. C'était les 2 principales choses qu'on pouvait ajouter. Méfiez-vous des produits miracles. Perdre du poids rapidement, grossir ses hanches, grossir les seins, etc. Ces pilules-là. Soyez patient. Vous allez prendre du muscle, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à la prise de masse musculaire, moi, je suis sportif et je n'ai jamais pris de protéines. Les protéines, la whey, etc. Créatine, 0. Tout ce que je prends quand je veux prendre de la masse, c'est quoi? Haricots et de l'huile rouge. L'haricot, c'est des protéines végétales.
et naturellement, c'est mieux toléré par l'organisme. L'huile rouge, ça apporte du bon gras. C'est riche en vitamine A, ce qui va permettre d'engraisser efficacement les muscles sans pour autant abîmer la paroi des vaisseaux sanguins avec les plaques d'athérome, etc. Donc, c'est du bon gras. Haricots plus huile rouge, c'est ce qu'on donnait aux esclaves dans la période de la traite négrière. Et on prend un gars qui est chétif, en 3 mois, il devient balèze, juste en le gavant d'haricots et d'huile rouge. Et donc, quand je vais faire un programme de prise de masse, je ne fais que ça, haricots, huile rouge. Peut-être, je vais ajouter des œufs, des omelettes, etc., mais naturel. Pas de whey, pas de, etc. Parce que je tiens bien sûr à la santé. Je vais pas chercher des muscles au détriment de mes reins. Ça, c'est absolu. Il faut noter haricots huile rouge. Haricots et huile rouge, tu te gaves de ça matin, midi, soir. En 3 mois, tu es massif. C'est des choses du terre-terre. Ouais, bien sûr, c'est ça. En plus, ça coûte pas cher. La whey, tu prends une bouteille, c'est 25 000, etc. Mais l'haricot, 1 kilo, tu as ça à 1000 francs, tu es bien. Je vais faire comme toi. Mais faudrait ajouter l'exercice physique aussi, ça donne très bien. Donc, un dernier mot pour notre audience. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, Mounia? Donc, voilà. Comme dernier conseil, dernier mot que je pourrais donner pour mes chers amis qui m'écoutent, je dirais simplement que prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé. Soyez un peu à l'image de cet organe-là qui est magnifique. Cherchez toujours le juste milieu. De la modération dans les médicaments, de la modération dans la prise de tous les produits dont vous ne connaissez pas forcément la posologie. Et faites du sport, buvez de l'eau, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Super, super. Donc, on retient bien sûr le conseil, mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre que les choses se compliquent avant de commencer à courir dans tous les sens. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, prenez soin de votre santé. La première richesse, c'est la santé. Quand vous en prenez soin naturellement, vous en serez fier. Votre corps lui-même. Vous allez venir à mon cabinet. Votre corps lui-même vous remerciera d'avoir pris soin de lui. Et d'ailleurs, vous avez intérêt à prendre soin de votre corps parce que c'est la seule maison dans laquelle vous allez habiter jusqu'à votre dernier jour. Donc, merci Mouni en tout cas pour ce podcast. C'était très enrichissant. Ouais, bien sûr. Bon, je pense que notre audience aussi aura apprécié. Et bien sûr, n'oubliez pas que notre académie est spécialisée dans tout ce qui est formation en trading, tout ce qui est formation en investissement sur les marchés boursiers. Donc, si vous souhaitez trouver un moyen de gagner de l'argent en ligne, ok, vous formez pour investir efficacement sur les marchés financiers. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et surtout nous contacter si vous aimeriez travailler avec nous. Et je pense que Dr Mouni a aussi quelque chose de très important à partager avec vous. Donc, chers amis, pour toutes ces personnes qui sont passionnées par les maladies rénales, tout ce qui concerne les affections rénales, j'ai un blog médical qui s'appelle Mevista Néphro. C'est un blog qui de base est destiné surtout aux étudiants en médecine qui sont passionnés, qui veulent déjà faciliter la compréhension des cours de néphrologie. Déjà, c'est déjà facile parce que parfois il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, c'est un blog qui résume un peu tout. Mais il y aura également plein d'interviews, d'interviews avec plein de personnes. Même, on va même aller essayer d'interviewer des personnes pour voir leur vie, comment est-ce que les sujets ont impacté leur vie. Donc, c'est un peu de ça qui sera question. Donc, n'hésitez pas, ça s'appelle Mevista Néphro sur Instagram. Je pense que oui, on va mettre le lien ou bien le titre dans la description ou bien en bas de la vidéo. Donc, c'était tout pour ce podcast. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochains podcasts dans la catégorie Doc Boss, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera un plaisir de partager les différentes notions avec vous. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo. Surtout, boostez votre santé.